Maxime Rousseau ajusta sa cravate en soie italienne, tout en observant le reflet de son visage parfaitement rasé dans la vitre teintée de sa Bugatti Chiron. À 32 ans, il était l'un des hommes les plus riches de France, héritier d'un empire industriel qui s'étendait de Paris à Shanghai. Ses yeux bleus perçants scrutèrent le monde avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais connu l'échec, jamais ressenti le poids de l'incertitude financière. Ce matin-là, comme tous les autres, il se dirigeait vers son bureau situé au dernier étage de la tour Rousseau, un gratte-ciel de verre et d'acier qui dominait le quartier de la Défense. Mais aujourd'hui serait différent. Aujourd'hui, son monde parfaitement orchestré allait basculer à cause d'une simple plaisanterie dans un petit café parisien. Le chauffeur personnel de Maxime, Henri, conduisait avec la précision d'un chirurgien à travers les rues embouteillées de Paris. La voiture glissait silencieusement entre les autres véhicules, tel un requin élégant dans un océan urbain. Maxime ne levait même pas les yeux de son téléphone, occupé à répondre aux messages de ses associés de Tokyo, Londres et New York. Pour lui, le monde entier n'était qu'un vaste échiquier où il déplaçait les pièces selon sa volonté. Les gens ordinaires, de simples pions dans son jeu grandiose. « Monsieur Rousseau », dit Henri avec déférence, « nous sommes arrivés plus tôt que prévu. Votre réunion avec les investisseurs japonais n'est que dans 1 heure. Souhaitez-vous que nous attendions dans la voiture ?» Maxime leva enfin les yeux de son écran, observant la façade imposante de sa tour. Quelque chose en lui, peut-être l'ennui de la routine ou un caprice soudain, le poussa à prendre une décision inhabituelle. « Non, Henri, je vais prendre un café. Il y a ce petit établissement au coin de la rue. Comment s'appelle-t-il déjà ?» Henri consulta rapidement son GPS. « Le Café des Artistes, monsieur, un établissement modeste. » Le ton d'Henri trahissait sa surprise. Jamais son patron ne s'aventurait dans de tels lieux. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un « j'aime ». Que pensez-vous de ce début? Laissez-moi un commentaire avec votre première impression de Maxime. Vous intrigue-t-il déjà? Maxime descendit de sa Bugatti sous les regards curieux des passants. Sa présence détonnait dans ce quartier populaire. Costume sur mesure de chez Armani, chaussures italiennes en cuir de crocodile, montre Patek Philippe qui valait plus que le salaire annuel de la plupart des gens autour de lui. Il avança vers le Café des Artistes, avec l'assurance d'un conquistador découvrant un nouveau territoire. L'établissement était exactement ce qu'il avait imaginé. Petit, chaleureux, avec des murs ornés de peintures d'artistes locaux et des tables en bois patinées par le temps. L'odeur du café fraîchement moulu et des croissants dorés flottait dans l'air, créant une atmosphère qu'il n'avait jamais vraiment pris le temps d'apprécier. Une jeune femme se dirigea vers lui avec un sourire professionnel, mais sincère. Elle était différente de toutes les femmes qu'il côtoyait habituellement. Pas de maquillage sophistiqué, pas de vêtements de créateur, juste une beauté naturelle qui transparaissait dans ses gestes simples et son regard intelligent. Ses cheveux châtains étaient noués en un chignon décontracté, quelques mèches rebelles encadrant son visage aux traits délicats. Elle portait l'uniforme simple du café, tablier blanc sur une robe noire basique, mais quelque chose dans sa façon de se mouvoir, dans la grâce de ses gestes, captait l'attention malgré la simplicité de sa tenue. « Bonjour, que puis-je vous servir ?» demanda-t-elle d'une voix mélodieuse, avec un léger accent que Maxime ne parvenait pas à identifier immédiatement. Il s'installa à une table près de la fenêtre, jetant un coup d'œil rapide au menu artisanal. Tout était écrit à la main. Les prix étaient dérisoires comparés à ce qu'il payait habituellement dans les restaurants étoilés qu'il fréquentait. Pour lui, cette simplicité était presque exotique, comme s'il découvrait un monde parallèle dont il ignorait l'existence. « Un espresso, s'il vous plaît, » répondit-il, ses yeux ne quittant pas le visage de la serveuse. Il y avait quelque chose d'intriguant chez elle, quelque chose qui éveillait sa curiosité de prédateur habitué à tout obtenir. C'est alors qu'une idée malicieuse germa dans son esprit, le genre d'idée qui amusait généralement ses amis milliardaires lors de leurs soirées exclusives. Il décida de tester cette jeune femme, de s'amuser un peu avec elle. Après tout, il avait 1 heure à perdre avant sa réunion cruciale. Quand elle revint avec son espresso, posant délicatement la tasse en porcelaine sur la table, Maxime leva les yeux vers elle avec son sourire le plus charmeur. Il avait appris depuis longtemps que son physique avantageux et sa fortune lui ouvraient toutes les portes, que les femmes succombaient facilement à son charisme. Cette serveuse ne ferait sûrement pas exception à la règle. Il se pencha légèrement en avant, baissant la voix pour que seule elle puisse l'entendre, et prononça en russe avec un accent parfait
qu'il avait acquis lors de ses nombreux voyages d'affaires à Moscou. Ty очень красивая девушка. Les mots coulèrent de sa bouche avec une assurance arrogante, certain que cette simple phrase en langue étrangère impressionnerait cette femme ordinaire. Il s'attendait à voir la confusion dans ses yeux, peut-être un rougissement charmant, certainement des questions sur ce qu'il venait de dire. Dans son esprit, le scénario était déjà écrit. Elle lui demanderait la traduction, il jouerait le mystérieux, elle serait intriguée par cet homme sophistiqué qui maîtrisait les langues étrangères. C'était un jeu qu'il avait mené des dizaines de fois avec d'autres femmes. Un petit théâtre personnel, où il était toujours le héros séducteur. Mais ce qui se passa ensuite allait complètement bouleverser ses certitudes. La jeune femme ne manifesta aucune surprise. Au contraire, ses yeux s'illuminèrent d'une lueur amusée, presque moqueuse. Elle se redressa légèrement, croisa les bras et répondit avec un sourire en coin, dans un russe parfait et sans la moindre hésitation. « Спасибо за комплимент, но я думаю, что вы привыкли к тому, что женщины падают в обморок от ваших слов. К сожалению, для вас я не из таких женщин». Sa prononciation était impeccable, son ton calme mais ferme. Elle avait non seulement compris sa phrase « Tu es une très belle fille », mais elle venait de lui répondre qu'elle le remerciait pour le compliment, tout en précisant qu'elle pensait qu'il était habitué à voir les femmes s'évanouir devant ses paroles, mais que malheureusement pour lui, elle n'était pas ce genre de femme. Le silence qui suivit fut assourdissant. Maxime sentit son sourire confiant s'effacer lentement de son visage, remplacé par une expression de stupéfaction totale. Pour la première fois depuis des années, il était désarçonné, déstabilisé, pris au dépourvu. Cette simple serveuse de café venait de retourner la situation contre lui avec une élégance et une intelligence qui le laissaient sans voix. Elle n'était pas impressionnée par lui, elle ne rougissait pas, elle ne bégayait pas. Au contraire, elle l'avait remis à sa place avec une assurance qui forçait le respect. « Vous parlez russe ?» balbutia-t-il, sa voix perdant pour la première fois de sa superbe habituelle. La question était idiote, évidente. Mais c'était la seule chose qu'il parvenait à articuler dans l'état de choc où il se trouvait. Cette femme venait de faire voler en éclats son petit jeu de séduction, son sentiment de supériorité, son assurance de don Juan millionnaire. Et le plus troublant, c'est qu'elle l'avait fait avec tant de naturel, sans méchanceté, juste avec une pointe d'ironie bienveillante qui rendait sa défaite encore plus cuisante. « Entre autres langues », répondit-elle simplement, son sourire s'adoucissant légèrement. Il y avait dans sa voix une nuance qui suggérait que le russe n'était peut-être qu'une des nombreuses cordes à son arc linguistique. Maxime réalisa soudain qu'il ne savait absolument rien de cette femme qui venait de l'humilier si élégamment. Qui était-elle? D'où venait-elle? Comment une simple serveuse de café parisien pouvait-elle maîtriser le russe avec une telle aisance? Et surtout, pourquoi se sentait-il soudain aussi petit face à elle, lui qui dominait habituellement toutes ses interactions sociales par sa richesse et son charisme? La jeune femme s'apprêtait à retourner derrière le comptoir quand Maxime, poussé par une curiosité qu'il ne s'expliquait pas lui-même, l'interpella. « Attendez, s'il vous plaît. » Sa voix avait perdu toute trace d'arrogance. Pour la première fois depuis longtemps, il s'adressait à quelqu'un sans calculer l'effet de ses paroles, sans chercher à impressionner ou à dominer. « Comment vous appelez-vous » Cette question, si simple en apparence, marquait en réalité un tournant dans sa façon d'aborder les autres. Il ne cherchait plus à briller, il voulait simplement connaître cette femme qui venait de lui donner une leçon d'humilité. « Elena », répondit-elle s'arrêtant près de sa table. « Elena Volkov ». Le nom résonnait avec une musicalité slave qui confirmait ses soupçons sur ses origines. Mais Elena Volkov n'était manifestement pas une femme ordinaire, et Maxime commençait à entrevoir les contours d'un mystère qui l'intriguait bien plus que toutes les négociations financières qu'il avait menées dans sa vie. Cette rencontre improbable dans un petit café parisien allait-elle changer le cours de son existence si parfaitement ordonnée? Il ne le savait pas encore, mais quelque chose au fond de lui murmurait que rien ne serait plus jamais comme avant. Elena observait cet homme visiblement déstabilisé, avec un mélange d'amusement et de curiosité. Elle avait l'habitude de voir toutes sortes de clients dans ce café, des artistes bohèmes aux businessmen pressés, mais celui-ci était différent. Il dégageait une aura de pouvoir et de richesse qui détonnait dans cet environnement simple, mais ce qui la frappait le plus, c'était la vulnérabilité soudaine qu'elle percevait dans ses yeux bleus, comme si son petit jeu raté avait fissuré une façade soigneusement construite. « Et vous ?» demanda-t-elle avec une politesse teintée d'ironie. « Comment dois-je vous appeler ?»
Monsieur le séducteur Polygote, il y avait dans sa voix une malice bienveillante qui acheva de désarmer Maxime. Cette femme ne se contentait pas de parler russe, elle maniait aussi l'humour avec une dextérité redoutable. Il réalisa qu'il avait affaire à quelqu'un d'exceptionnellement intelligent, quelqu'un qui le défiait sur un terrain où il n'était pas habitué à être contesté. « Maxime », répondit-il simplement, omettant volontairement son nom de famille. « Maxime Rousseau ». Il y eut un silence pendant lequel Helena sembla réfléchir, comme si le nom éveillait en elle quelques souvenirs lointains. Ses yeux se plissèrent légèrement, trahissant une réflexion intense. Connaissait-elle son nom? Avait-elle fait le lien avec l'empire industriel des Rousseau? Maxime attendait sa réaction avec une appréhension qu'il ne s'expliquait pas. Habituellement, quand les gens découvraient son identité, leur comportement changeait radicalement. Ils devenaient soit obséquieux, soit impressionnés, soit intéressés par sa fortune. Mais Helena ne manifesta aucune de ces réactions prévisibles. « Rousseau » répéta-t-elle pensivement. « Ce nom me dit quelque chose. N'êtes-vous pas dans l'industrie » La question était posée avec un détachement qui surprit Maxime. Pas d'excitation, pas d'admiration soudaine, juste une curiosité professionnelle. Il acquiesça, se demandant où cette conversation allait le mener. Entre autres choses, oui. « Et vous, Helena Volkov, que faites-vous quand vous n'humiliez pas les clients prétentieux qui croient pouvoir vous impressionner avec leur talent linguistique ?» Pour la première fois depuis le début de leur échange, Helena rit franchement. Un rire cristallin qui illumina tout son visage et fit battre le cœur de Maxime d'une façon qu'il ne reconnaissait pas. « Touché », dit-elle en s'appuyant légèrement contre la chaise voisine. « Je suis doctorante en relations internationales à la Sorbonne. Je travaille sur ma thèse concernant les échanges économiques entre l'Europe de l'Est et l'Occident. Et accessoirement, je parle 6 langues, dont le russe que mes parents m'ont enseigné dès l'enfance. » Cette révélation frappa Maxime comme un coup de massue. Non seulement Helena était brillante, cultivée et polyglotte, mais elle évoluait dans un domaine qui touchait directement à ses activités professionnelles. Elle n'était pas une simple serveuse de café, comme il l'avait présumé avec condescendance, mais une intellectuelle, qui finançait probablement ses études en travaillant dans ce café familial. Sa première impression, empreinte de préjugés de classe, s'effondrait complètement. « 6 langues » répéta-t-il impressionné malgré lui. Helena hocha la tête avec une modestie qui contrastait avec l'arrogance qu'il affichait habituellement quand il évoquait ses propres accomplissements. Français, russe, anglais, allemand, chinois, mandarin et espagnol. Les langues ont toujours été ma passion, c'est comme des clés qui ouvrent des mondes différents, des façons de penser différentes. Elle s'interrompit, comme si elle réalisait qu'elle en disait peut-être trop à cet étranger, même sympathique. Un client entra dans le café, brisant l'intimité de leur conversation. Helena se redressa, reprenant immédiatement son rôle professionnel. « Excusez-moi, je dois servir d'autres clients. Profitez bien de votre espresso, monsieur Rousseau. » Elle s'éloigna avec la même grâce naturelle qu'il avait remarquée plus tôt, laissant Maxime seul avec ses pensées en ébullition. Il but son café lentement, observant Helena qui évoluait entre les tables avec une aisance parfaite, parlant français avec les clients locaux, anglais avec des touristes, souriant à chacun avec la même bienveillance authentique qu'elle lui avait manifestée. Pour la première fois de sa vie, Maxime se trouvait face à une femme qui ne cherchait pas à l'impressionner, qui ne semblait pas intéressée par sa fortune, qu'il avait remis à sa place sans méchanceté mais avec fermeté. Helena Volkov était un mystère qu'il avait envie de résoudre, un défi qu'il avait envie de relever mais pas de la manière habituelle, pas en utiliser son pouvoir ou son argent. Il voulait la connaître, la comprendre, peut-être même la séduire, mais sur un terrain égal, avec les armes de l'intelligence et de l'authenticité. Quand elle revint près de sa table pour débarrasser sa tasse vide, il prit une décision qui allait changer sa vie. « Helena, accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir ?» La question était sortie de sa bouche sans qu'il l'ait vraiment préméditée, poussée par une impulsion qu'il ne contrôlait pas. Helena s'arrêta, la tasse à la main, et le regarda avec surprise. « Dîner ? Pourquoi ?» demanda-t-elle avec une franchise désarmante. Pas de minauderie, pas de faux semblants, juste une question directe qui le forçait à être honnête. « Parce que vous m'intriguez, » admit-il, surpris par sa propre sincérité. « Parce que vous venez de me donner la plus belle leçon d'humilité de ma vie, et parce que j'ai envie de connaître la femme qui se cache derrière cette intelligence redoutable. » Helena le considéra un long moment, comme si elle jaugeait la sincérité de ses paroles. Maxime attendait sa réponse avec une anxiété qu'il n'avait jamais ressentie lors de ses négociations les plus importantes.
L'enjeu n'était pas financier cette fois, mais personnel, émotionnel, et cela le déstabilisait complètement. « D'accord », finit-elle par dire, « mais pas dans un de ces restaurants étoilés où vous avez probablement l'habitude d'aller. Je connais un petit bistrot près de la Sorbonne. La cuisine y est excellente et l'ambiance authentique. Si vous voulez vraiment me connaître, il faudra accepter de sortir de votre zone de confort. » C'était un défi, et ils le savaient tous les deux. Elena testait sa capacité à s'adapter à son monde à elle, loin des fastes auxquels il était habitué. Maxime accepta sans hésiter, intrigué par cette femme qui continuait à lui imposer ses règles avec une assurance tranquille. Ils convinrent de se retrouver à 19h devant le café. Quand Maxime sortit du café des artistes, il réalisa que quelque chose d'important venait de se passer. Pour la première fois depuis des années, il avait rencontré quelqu'un qui le traitait comme un homme ordinaire, quelqu'un qui ne se laissait pas impressionner par ses artifices habituels. Elena Volkov était un ouragan qui venait de bouleverser sa routine millionnaire, et il avait hâte de voir jusqu'où cette tempête allait l'emporter. Henri l'attendait près de la Bugatti, consulta sa montre avec inquiétude. « Monsieur Rousseau, votre réunion avec les Japonais, » commença-t-il, mais Maxime l'interrompit d'un geste. « Reportez-la, Henri. Ou mieux, demandez à Marcus de s'en occuper. J'ai quelque chose de plus important à faire aujourd'hui. » Le chauffeur ouvrit de grands yeux. Jamais son patron n'avait reporté une réunion d'affaires, surtout pas pour quelque chose de plus important, qu'il ne daignait même pas expliquer. Quelque chose était en train de changer chez Maxime Rousseau, quelque chose que Henri ne comprenait pas, mais qu'il sentait révolutionnaire. Pendant tout le trajet vers son bureau, Maxime ne put s'empêcher de repenser à cette rencontre extraordinaire. Elena Volkov n'était pas seulement belle, elle était fascinante, mystérieuse, intellectuellement stimulante. Elle parlait 6 langues, préparait un doctorat, finançait ses études en servant dans un café, et elle l'avait remis à sa place avec une classe folle. Qui était vraiment cette femme? D'où venait-elle exactement? Pourquoi travaillait-elle dans ce petit café alors qu'elle était visiblement surqualifiée pour ce poste? Tant de questions se bousculaient dans sa tête qu'il en oublia ses préoccupations habituelles de businessman impitoyable. Arrivé dans son bureau au sommet de sa tour, Maxime fit quelque chose d'inhabituel. Au lieu de se plonger immédiatement dans les dossiers urgents qui l'attendaient, il s'approcha de la baie vitrée qui offrait une vue panoramique sur Paris et se mit à réfléchir. En contrebas, la ville s'étendait à perte de vue, fourmillant de millions de vies qu'il ignorait habituellement. Quelque part dans cette immensité urbaine, Elena continuait à servir des cafés, à étudier, à vivre une existence qui lui semblait soudain plus riche et plus authentique que la sienne. Cette prise de conscience le troubla profondément. Sa secrétaire personnelle, Madame Dubois, entra dans le bureau avec sa ponctualité habituelle, les bras chargés de dossiers urgents. « Monsieur Rousseau, les investisseurs japonais attendent votre appel. Le contrat avec Shanghai nécessite votre signature et le ministre de l'économie souhaiterait vous rencontrer cette semaine pour... » Elle s'interrompit en voyant l'expression absente de son patron. « Monsieur, tout va bien ?» demanda-t-elle avec inquiétude. Jamais elle ne l'avait vu dans cet état de distraction. « Madame Dubois », l'interrompit Maxime sans se retourner, les yeux toujours fixés sur Paris. « Que savez-vous des étudiants qui travaillent pour payer leurs études ?» La question était si inattendue que la secrétaire dut prendre quelques secondes pour la digérer. « Eh bien, monsieur, beaucoup de jeunes font cela aujourd'hui. Les études coûtent cher et les jobs étudiants leur permettent de financer leur formation tout en acquérant une expérience professionnelle. » Pourquoi cette question? Maxime ne répondit pas immédiatement, perdu dans ses réflexions sur la détermination qu'il fallait avoir pour mener de front des études doctorales et un travail de serveuse. « Annulez tous mes rendez-vous de cet après-midi, » finit-il par dire, se tournant enfin vers sa secrétaire stupéfaite, « et demandez à Marcus de gérer l'affaire japonaise. Je lui fais entièrement confiance pour conclure cette négociation. » Madame Dubois faillit laisser tomber ses dossiers. En 15 ans de collaboration, jamais Maxime n'avait annulé ses rendez-vous sans raison impérieuse. Jamais il n'avait délégué des négociations aussi cruciales. « Monsieur, puis-je vous demander si vous vous sentez bien? Avez-vous besoin de voir un médecin ?» demanda-t-elle avec une sollicitude maternelle. Maxime sourit pour la première fois de la journée, un sourire authentique qui illumina son visage habituellement sérieux. « Au contraire, Madame Dubois, je me sens mieux que jamais. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir à certaines choses importantes. » Il s'installa à son bureau et au lieu d'ouvrir ses dossiers, il alluma son ordinateur et se mit à effectuer des recherches qu'il n'avait jamais imaginé faire auparavant.
Il commença par chercher des informations sur l'université de la Sorbonne, puis sur les programmes de doctorat en relations internationales, puis sur les échanges économiques entre l'Europe de l'Est et l'Occident. Il voulait comprendre le monde d'Helena, se préparer à leur conversation de ce soir, peut-être aussi prouver qu'il pouvait s'intéresser à autre chose qu'aux profits et aux acquisitions. Les heures passèrent, sans qu'il s'en rende compte, absorbé par ses lectures sur des sujets qu'il n'avait jamais pris le temps d'étudier, malgré leur relation directe avec ses activités professionnelles. Il découvrit la complexité des relations économiques internationales, l'importance des facteurs culturels dans les négociations, la richesse des échanges humains qui se cachaient derrière les chiffres froids qu'il manipulait quotidiennement. Helena avait raison, les langues étaient des clés qui ouvraient des mondes différents, et il réalisait qu'il était resté enfermé dans un seul monde, celui de l'argent et du pouvoir, négligeant toutes les autres richesses que la vie pouvait offrir. Vers 17 heures, il quitta son bureau plus tôt qu'il ne l'avait fait depuis des années. Henri l'attendait comme toujours, mais cette fois, Maxime lui demanda de le conduire chez lui pour qu'il puisse se changer. Pas de costume ce soir, Henri, quelque chose de plus décontracté. Le chauffeur hocha la tête sans commentaire, mais il observait son patron dans le rétroviseur avec une curiosité grandissante. Quelque chose d'important était en train de se passer dans la vie de Maxime Rousseau, quelque chose qui défiait tous les codes de comportement qu'il avait observés pendant des années. Dans son penthouse parisien, un appartement somptueux, décoré par les plus grands designers européens, Maxime se retrouva face à son dressing immense rempli de costumes sur mesure. Pour la première fois, il hésita. Que portait-on pour dîner dans un petit bistrot près de la Sorbonne avec une doctorante brillante qui vous avait humilié avec classe dans un café? Il opta finalement pour un jean de créateur, une chemise blanche en coton et une veste en cuir souple. Le résultat était élégant mais décontracté, suffisamment accessible pour ne pas détonner dans l'environnement qu'Helena avait choisi. En se regardant dans le miroir, il ne reconnut pas immédiatement l'homme qui lui faisait face. Sans son armure habituelle de costumes impeccables et d'accessoires luxueux, il ressemblait davantage à un homme de 32 ans ordinaire qu'au magnate industriel redoutable qu'il était devenu. Cette image le troubla et le rassura à la fois. Peut-être était-ce exactement ce dont il avait besoin, redevenir un homme avant d'être un empire financier. Helena avait réussi en quelques heures à ébranler des certitudes qu'il portait depuis des années, et il était impatient de découvrir jusqu'où cette transformation pourrait l'emporter. Il arriva devant le café des artistes avec quelques minutes d'avance, ayant demandé à Henri de le déposer un peu plus loin pour ne pas attirer l'attention avec sa Bugatti. Il préférait marcher dans les rues de ce quartier populaire qu'il ne connaissait pas, observer la vie ordinaire des gens ordinaires, s'imprégner d'une atmosphère qu'il avait toujours ignorée dans sa bulle dorée. Les boutiques familiales, les petits restaurants au menu affichés à la craie, les étudiants qui discutaient passionnément en terrasse, tout ce monde lui semblait soudain fascinant et authentique. Helena apparut exactement à l'heure convenue, et Maxime sentit son cœur s'accélérer. Elle avait troqué son uniforme de serveuse contre une robe simple mais élégante, d'un bleu profond, qui mettait en valeur ses yeux. Ses cheveux châtains tombaient librement sur ses épaules, encadrant son visage d'une douceur naturelle qui le troublait. Elle portait un sac en cuir patiné et des chaussures plates, incarnant une élégance naturelle qui contrastait avec le luxe ostentatoire auquel il était habitué. « Vous êtes venu », dit-elle avec un sourire qui trahissait une pointe de surprise. « J'avoue que j'ai eu quelques doutes. J'ai pensé que vous pourriez changer d'avis et m'envoyer un chauffeur avec une excuse diplomatique. » Il y avait dans sa voix une légère moquerie qui lui rappela leur première rencontre, mais aussi une vulnérabilité qu'il percevait pour la première fois. Helena n'était peut-être pas aussi assurée qu'elle le paraissait. « J'ai failli le faire », admit-il avec une honnêteté qui le surprit lui-même. « Pas par manque d'envie, mais par peur. Vous me faites sortir de ma zone de confort, Helena Volkov, et je ne suis pas habitué à cela. » Cette confession sembla toucher la jeune femme qui le regarda avec une expression plus douce. « La peur peut être une bonne conseillère, » répondit-elle. « Elle nous empêche de faire des bêtises, mais elle peut aussi nous empêcher de vivre vraiment. Venez, je vais vous faire découvrir un endroit que vous n'oublierez jamais. » Ils marchèrent côte à côte dans les rues étroites du quartier latin, Helena guidant Maxime à travers un dédale de ruelles pavées qu'il n'avait jamais exploré malgré ses 32 années passées à Paris. Elle lui montrait sa ville, son monde, avec la fierté discrète de quelqu'un qui chérit chaque pierre, chaque café, chaque librairie ancienne. «
Voilà où j'ai vécu mes premières années parisiennes, dit-elle, en désignant un immeuble haussmannien au volet bleu délavé. Un studio de 15 mètres carrés au 5e étage, sans ascenseur. J'y monte encore parfois pour voir mon ancienne propriétaire, Madame Moreau. Elle a 80 ans et elle raconte les histoires les plus fascinantes sur ce quartier. Maxime écoutait avec attention, découvrant une Paris qu'il n'avait jamais vue. Son Paris à lui était fait de penthouses, de restaurants étoilés, de quartiers d'affaires aseptisés. Le Paris d'Elena était vivant, chaleureux, imprégné d'histoire et d'humanité. « Comment êtes-vous arrivé en France ?» demanda-t-il, genuinement curieux de connaître son parcours. Elena ralentit le pas, comme si la question réveillait des souvenirs complexes. « Mes parents ont quitté la Russie quand j'avais 12 ans. Mon père était journaliste d'investigation et ses articles dérangeaient. Un jour, on lui a fortement conseillé de prendre des vacances prolongées à l'étranger. Ces vacances durent maintenant depuis 20 ans. » La gravité soudaine dans sa voix fit comprendre à Maxime que derrière l'assurance d'Elena se cachait une histoire familiale douloureuse, marquée par l'exil et probablement la précarité. « Vos parents vivent toujours à Paris ?» demanda-t-il avec délicatesse. « Papa est mort il y a 3 ans d'un cancer », répondit-elle simplement. « Maman tient une petite école de langue dans le 19e arrondissement. C'est elle qui m'a transmis sa passion pour les langues et les cultures. Elle dit toujours que chaque langue qu'on apprend nous donne une nouvelle âme. » Ils arrivèrent devant un petit bistrot aux murs de pierre apparente, éclairé par des guirlandes lumineuses qui créaient une ambiance chaleureuse et romantique. « Chez Marcel », annonça Elena. Le propriétaire est un ancien chef étoilé qui a tout plaqué pour ouvrir ce petit restaurant de quartier. Il cuisine comme un dieu, mais il a choisi le bonheur plutôt que la gloire. Cette description frappa Maxime comme une métaphore de sa propre situation. Lui aussi avait choisi la gloire et le succès, mais avait-il choisi le bonheur? À l'intérieur, l'atmosphère était exactement ce qu'Elena avait promis. Authentique, conviviale, loin de l'ostentation des lieux qu'il fréquentait habituellement. Marcel en personne, un homme d'une 50aine d'années au sourire généreux, les accueillit avec chaleur. « Elena, ma petite étudiante favorite, et qui nous amènes-tu ce soir ?» Il y avait dans son ton une affection paternelle qui témoignait de relations humaines que Maxime enviait soudain. Quand avait-il eu une relation aussi spontanée et chaleureuse avec quelqu'un? « Marcel, je vous présente Maxime. » Maxime, Marcel est un magicien en cuisine. Les présentations furent simples, sans mention de patronyme ni de titre. Maxime appréciait cette normalité qu'il découvrait. Marcel les installa à une table près de la fenêtre, dans un coin intime éclairé par une bougie. « Pas de carte ce soir », déclara le chef. « Je vous prépare une surprise avec ce que j'ai de meilleur. Faites-moi confiance. » Cette façon de procéder était totalement étrangère à Maxime, habitué à contrôler chaque détail de sa vie, mais il accepta avec un plaisir qu'il ne s'expliquait pas. Alors, Maxime Rousseau, commença Elena une fois qu'ils furent seuls, racontez-moi votre histoire. Comment devient-on l'héritier d'un empire industriel? Avez-vous toujours su que vous dirigeriez l'entreprise familiale? Ces questions étaient directes, mais bienveillantes, dénuées de l'admiration béate ou de l'intérêt calculé auquel il était habitué. Elena semblait genuinement curieuse de connaître l'homme derrière la fortune, et cette sincérité le troublait profondément. « J'ai grandi dans l'idée que je reprendrais l'entreprise de mon père, puis de mon grand-père avant lui, » répondit Maxime, cherchant ses mots pour exprimer des choses qu'il n'avait jamais vraiment analysées. C'était une évidence, une destinée tracée d'avance. Études de commerce à Londres, MBA à Harvard, apprentissage dans toutes les filiales du groupe. Ma vie a été programmée comme un logiciel informatique. Il marqua une pause, réalisant que c'était la première fois qu'il décrivait sa vie de cette façon, comme une succession d'étapes imposées plutôt que choisies. « Et cela vous plaît ?» demanda Elena, allant droit au cœur du sujet avec cette franchise désarmante qui la caractérisait. La question était simple, mais elle révélait une complexité que Maxime n'avait jamais voulu affronter. Aimait-il vraiment sa vie? Était-il heureux dans ce rôle de magnate industriel qu'il endossait depuis des années? « Je suis doué pour cela », éluda-t-il. « Les chiffres, les stratégies, les négociations, tout cela me vient naturellement. Le groupe n'a jamais été aussi prospère. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé, » insista Elena avec un sourire. Être doué pour quelque chose et aimer le faire sont deux choses différentes. Moi, je suis doué en mathématiques, mais cela m'ennuie à mourir. En revanche, je pourrais passer des heures à analyser les subtilités linguistiques d'un texte diplomatique du 19e siècle.
Sa passion transparaissait dans sa voix, illuminait son visage d'une façon que Maxime n'avait jamais vue chez les femmes de son milieu, toujours préoccupées par leur apparence ou leur position sociale. Marcel apporta le premier plat, une soupe de potiron avec des épices qu'il avait rapportée de ses voyages en Asie. Le goût était extraordinaire, complexe et réconfortant à la fois. « C'est délicieux », dit Maxime, et il le pensait vraiment. Depuis combien de temps n'avait-il pas savouré un repas au lieu de l'engloutir entre deux coups de téléphone professionnel? Marcel a voyagé partout dans le monde avant d'ouvrir ce restaurant, expliqua Elena. Il dit que chaque pays lui a apporté une recette et une leçon de vie. Et vous, quelle leçon de vie avez-vous apprise? Demanda Maxime, retournant la conversation vers Elena. Elle réfléchit un moment, faisant tourner sa cuillère dans sa soupe. Que la richesse ne se mesure pas en euros, mais en expérience et en relations humaines. Que l'intelligence sans empathie est stérile. Que parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. Cette dernière phrase était lourde de sens et Maxime se demanda à quoi elle faisait référence. Qu'avait-elle perdu? Qu'avait-elle dû sacrifier? Vous parlez d'expérience, dit-il. Quand votre famille a dû fuir la Russie, vous avez tout perdu, n'est-ce pas? Elena hocha la tête, ses yeux se voilant légèrement. Nous sommes arrivés en France avec 2 valises et l'espoir de reconstruire nos vies. Papa ne pouvait plus exercer son métier de journaliste, ses diplômes russes n'étaient pas reconnus. Il a travaillé comme serveur dans un restaurant, puis comme chauffeur de taxi. Maman donnait des cours de russe au noir. Moi, j'ai découvert ce que signifiait être étrangère, différente, pauvre dans un pays riche. Le courage de cette famille, leur capacité à rebondir face à l'adversité, impressionnait profondément Maxime. Lui qui n'avait jamais manqué de rien, qui avait grandi dans l'opulence et la certitude, mesurait soudain la chance extraordinaire qui avait été la sienne. « Comment faisiez-vous? Comment garde-t-on espoir dans de telles circonstances ?» demanda-t-il, fasciné par cette résilience qui lui était totalement étrangère. « On se raccroche à ce qui ne peut pas nous être enlevé. Les connaissances, les valeurs, l'amour familial. Papa me répétait que l'éducation était le seul trésor qu'on pouvait emporter partout. C'est pour cela que j'étudie autant, que j'apprends toutes ces langues. Chaque compétence acquise est une forme de liberté, une assurance contre les aléas de la vie. » Elena parlait avec une passion tranquille qui touchait Maxime au cœur. Cette femme avait une profondeur, une philosophie de vie que lui-même n'avait jamais développée malgré ses privilèges. Marcel apporta le plat principal, un magret de canard aux cerises confites, accompagné de légumes de saison cuisinés avec un art consommé. Ils mangèrent en savourant chaque bouchée, parlant de voyage, de littérature, de musique. Elena connaissait des auteurs russes que Maxime n'avait jamais lus. Elle avait des opinions sur l'art contemporain qui le fascinaient. Elle analysait les relations internationales avec une acuité qui l'impressionnait. Plus la soirée avançait, plus il réalisait à quel point sa propre culture était limitée, malgré son éducation privilégiée. « Vous savez, dit-il au moment du dessert, vous me donnez envie de redécouvrir ma propre ville, mon propre pays. J'ai l'impression de vivre dans une bulle dorée qui me coupe du monde réel. » Elena sourit, touchée par cette confession. La bulle dorée a ses avantages, ne nous mentons pas. Vous avez des moyens d'action que la plupart des gens n'auront jamais. La question est, qu'en faites-vous? Utilisez-vous votre pouvoir uniquement pour vous enrichir, ou cherchez-vous aussi à avoir un impact positif? Cette question le déstabilisa. Avait-il un impact positif? Son entreprise créait des emplois, certes, mais était-ce suffisant? Utilisait-il sa fortune et son influence pour améliorer le monde, ou simplement pour s'enrichir davantage? Je n'y ai jamais vraiment réfléchi, admit-il. Les affaires, c'est de la stratégie, des chiffres, de la compétition. Je n'ai jamais envisagé cela sous l'angle de l'impact social. Elena hocha la tête, sans jugement, mais avec une expression qui le poussait à réfléchir davantage. Mon père disait qu'avec le privilège vient la responsabilité. Vous avez eu la chance de naître dans une famille riche et influente. Cette chance n'est pas un hasard cosmique. C'est un cadeau qui vous donne des devoirs envers ceux qui n'ont pas eu cette chance. Ces paroles résonnaient en lui comme un écho de conversation qu'il n'avait jamais eue avec son propre père, trop occupé par les affaires pour philosopher sur le sens de leurs actions. « Et vous ?» demanda-t-il pour détourner la conversation de sa propre introspection. « Quel impact espérez-vous avoir avec votre thèse ?» Elena s'anima immédiatement. « Je travaille sur les moyens d'améliorer les échanges économiques entre l'Europe de l'Est et l'Occident, en tenant compte des spécificités culturelles de chaque région. Trop souvent, les accords économiques sont signés par des gens
qui ne comprennent pas les mentalités locales, les traditions, les sensibilités. Mon objectif est de développer des modèles de coopération plus respectueux et plus durables. Sa passion pour son sujet d'étude était communicative. Maxime découvrait une approche des affaires qu'il n'avait jamais envisagée, une vision qui incluait l'humain dans l'équation économique. « Vos recherches pourraient intéresser mon groupe », dit-il spontanément. « Nous avons des partenariats en Europe de l'Est et nous rencontrons souvent des difficultés culturelles que nous attribuons à tort à des problèmes techniques. » Elena le regarda avec surprise. « Vous seriez prêt à adapter vos méthodes de travail? À reconnaître que l'efficacité pure n'est pas toujours la meilleure approche? Après cette soirée, je suis prêt à remettre en question beaucoup de choses, » répondit-il sincèrement. « Vous me faites voir mes activités sous un angle complètement nouveau. Peut-être pourrions-nous collaborer? Votre expertise académique et mon expérience pratique pourraient créer quelque chose d'innovant. » L'idée venait de germer dans son esprit et elle l'enthousiasmait déjà. Travailler avec Elena ne serait pas seulement profitable professionnellement, ce serait aussi un moyen de rester proche d'elle, de continuer à apprendre de cette femme extraordinaire. « Collaboration », répéta Elena pensivement. « Ce serait intéressant, mais il faudrait que ce soit une vraie collaboration, pas un mécénat déguisé. Je ne veux pas être la caution intellectuelle d'un homme d'affaires qui cherche à verdir son image. » Sa méfiance était compréhensible et justifiée. Combien d'entreprises utilisaient-elles la recherche académique comme outil de communication plutôt que comme véritable levier de changement? « Je comprends votre prudence, » dit Maxime, « et je respecte votre intégrité. Si nous collaborons, ce sera sur un pied d'égalité, avec des objectifs réels d'amélioration de nos pratiques. » Marcel vint leur proposer un digestif maison, une liqueur aux herbes qu'il préparait lui-même selon une recette de famille. L'alcool était doux et parfumé, réchauffant l'atmosphère déjà intime de leur conversation. « Parlez-moi de votre vie en dehors du travail, » demanda Elena. « Qu'aimez-vous faire quand vous n'êtes pas en train de conquérir le monde économique ?» La question le prit au dépourvu. Ses loisirs? Il réalisa avec gêne qu'il n'en avait pratiquement pas. « Je fais de l'escrime, » dit-il après un moment d'hésitation. « Et je collectionne les montres anciennes. J'ai aussi un piano chez moi, mais je ne joue presque plus. » Ces activités lui semblaient soudain terriblement superficielles comparées à la richesse des intérêts d'Elena. « L'escrime, c'est intéressant, » dit-elle diplomatiquement. « Cela demande de la stratégie, de la rapidité de réaction. Et le piano? Quel style de musique jouiez-vous » Il appréciait qu'elle ne se moque pas de ses hobbies de riche oisif, qu'elle cherche sincèrement à le comprendre. Du classique principalement. Chopin, Debussy. J'ai arrêté quand les affaires ont pris toute ma vie. Maintenant, le piano ne sert plus qu'à décorer mon salon. Il y avait de la mélancolie dans sa voix, le regret d'une passion abandonnée sur l'autel du succès professionnel. « Il n'est jamais trop tard pour s'y remettre, » dit Elena doucement. « La musique, c'est comme les langues, ça ne s'oublie jamais vraiment, ça dort juste en attendant qu'on le réveille. Et vous, quelles sont vos passions en dehors des études ?» demanda-t-il, curieux de découvrir d'autres facettes de sa personnalité. Elena sourit, ses yeux pétillants de malice. « Je danse classique, mais aussi des danses folkloriques russes que ma grand-mère m'a apprises. J'aime cuisiner des plats de différents pays. C'est ma façon de voyager quand je n'en ai pas les moyens. Et je lis énormément, romans, essais, poésie, en plusieurs langues, bien sûr. » Cette diversité d'intérêts révélait une personnalité riche et équilibrée, qui contrastait avec son propre univers monochrome. « La danse, » répéta-t-il, essayant de l'imaginer évoluant avec grâce dans un studio. « Cela ne m'étonne pas de vous. Vous avez une façon de bouger très élégante, même en servant des cafés. » Elena rougit légèrement, touchée par le compliment. « Merci. La danse m'a aidé à traverser les moments difficiles. Quand papa était malade, je passais des heures à danser pour évacuer le stress et la tristesse. C'est ma thérapie personnelle. » Cette confidence révélait une vulnérabilité qu'elle cachait bien sous son assurance apparente. La soirée touchait à sa fin, mais aucun des deux ne semblait pressé de partir. Ils avaient épuisé leur verre, goûté au délicieux dessert de Marcel, un tiramisu revisité aux fruits rouges, et la conversation coulait toujours avec la même fluidité naturelle. « Cette soirée a été... » commença Maxime, cherchant les mots justes. « Révélatrice, déstabilisante, merveilleuse ?» suggéra Elena avec un sourire taquin. « Les trois à la fois, » admit-il. « Vous avez un don pour faire réfléchir les gens sur leur existence. C'est peut-être parce que j'ai appris très jeune que rien n'est acquis, que tout peut changer du jour au lendemain, » répondit-elle. « Cette instabilité m'a donné une perspective différente sur la vie.
Je ne tiens rien pour acquis. J'apprécie chaque moment, chaque opportunité. Sa philosophie de vie était à l'opposé de la sienne, construite sur la certitude et la maîtrise, mais elle l'attirait comme un aimant. Peut-être avait-il besoin de cette incertitude créatrice dans sa vie trop prévisible. Ils quittèrent le restaurant après avoir chaleureusement remercié Marcel, qui leur offrit une bouteille de son digestif maison. « Pour que vous gardiez un bon souvenir de cette soirée », dit-il avec un clin d'œil complice. Dehors, l'air nocturne était doux et parfumé par les tilleuls en fleurs. Ils marchèrent lentement vers le métro, prolongeant ces instants précieux où ils étaient seuls au monde, coupés des obligations et des réalités qui les attendaient. « Elena », dit Maxime en s'arrêtant sous un lampadaire, « j'aimerais vous revoir, pas seulement pour parler de collaboration professionnelle, mais parce que vous me faites découvrir des aspects de moi-même que j'ignorais. » Elle le regarda dans les yeux, semblant peser ses mots. « Vous êtes un homme intrigant, Maxime Rousseau, beaucoup plus complexe que l'image que vous donnez au premier abord, mais nous venons de mondes très différents. Êtes-vous certain de vouloir vous aventurer dans le mien ? » « J'en suis certain, » répondit-il sans hésitation. « Vous m'avez fait plus réfléchir en une soirée que je ne l'ai fait en des années. Je veux apprendre de vous, découvrir ce que vous pouvez m'enseigner sur la vie, sur moi-même, sur ce qui compte vraiment. » Elena sourit, touchée par sa sincérité. « Dans ce cas, je connais un endroit qui vous plaira. Samedi matin, il y a un marché aux livres anciens près de Notre-Dame. Les bouquinistes y vendent des trésors et on peut y passer des heures à fouiller, à découvrir. Cela vous dit ? » L'idée l'enchantait. Un marché aux livres anciens. Il n'avait jamais mis les pieds dans ce genre d'endroit, mais avec Elena comme guide, cette expérience promettait d'être fascinante. « J'adorerais, » dit-il. « À quelle heure ?» Ils convinrent de se retrouver à 10 heures devant la cathédrale. Quand ils se séparèrent, Elena l'embrassa légèrement sur les deux joues, un geste amical et français qui le troubla par sa simplicité. Pas de calcul, pas de séduction appuyée, juste une affection naissante qui le touchait plus que tous les artifices auxquels il était habitué. De retour chez lui, Maxime ne parvenait pas à trouver le sommeil. Il repensait à chaque moment de cette soirée extraordinaire, à chaque parole d'Elena, à chaque sourire qu'elle lui avait accordé. Cette femme était en train de bouleverser sa vision du monde, de l'amener à questionner des certitudes qu'il n'avait jamais remises en cause. Pour la première fois depuis longtemps, il avait envie de devenir quelqu'un de meilleur, pas seulement plus riche ou plus puissant, mais meilleur humainement. Il se leva, s'approcha de son piano couvert de poussière et souleva doucement le couvercle. Ses doigts trouvèrent automatiquement les touches et une mélodie de Chopin s'éleva dans le silence de son penthouse. La musique coulait de ses mains comme si elle n'avait jamais cessé d'exister, réveillée par la rencontre avec Elena. Peut-être était-ce cela, le véritable pouvoir de cette femme extraordinaire. Elle réveillait ce qui dormait en lui. Elle lui redonnait goût aux choses simples et belles de la vie. Le lendemain matin, Maxime se réveilla avec une énergie nouvelle. Pour la première fois depuis des années, il avait hâte de vivre sa journée, impatient que le samedi arrive pour retrouver Elena. Il arriva au bureau plus tôt que d'habitude, mais au lieu de se plonger immédiatement dans ses dossiers, il prit le temps de regarder vraiment Paris depuis sa baie vitrée. La ville s'éveillait lentement. Les premiers rayons du soleil caressaient les toits haussmanniens et il découvrait une beauté qu'il avait oubliée à force de ne voir que des chiffres et des opportunités d'affaires. Sa secrétaire, Madame Dubois, entra avec sa ponctualité habituelle, mais elle s'arrêta net en entendant Maxime fredonner. « Monsieur Rousseau, vous chantonnez ?» demanda-t-elle avec stupéfaction. Jamais elle ne l'avait vu d'humeur aussi légère. « Oui, Madame Dubois. Belle journée, n'est-ce pas ?» répondit-il avec un sourire qui illuminait tout son visage. « En effet, monsieur, très belle journée. Vos rendez-vous de ce matin ?» commença-t-elle, mais il l'interrompit d'un geste. « Que pensez-vous de l'évolution de Maxime jusqu'à présent? Cette transformation vous semble-t-elle crédible? Partagez vos impressions dans les commentaires. J'ai hâte de connaître votre avis sur cette histoire d'amour naissante. Plus léger, plus vivant. Il se passe quelque chose dans ta vie. » Maxime hésita à lui parler d'Elena. Comment expliquer à sa mère qu'une serveuse de café avait bouleversé son existence en quelques jours? « J'ai rencontré quelqu'un de spécial, maman. Quelqu'un qui me fait voir les choses différemment. » Il y eut un silence au bout du fil, puis un rire chaleureux. « Il était temps, mon chéri. Ton père et moi nous inquiétions de te voir si absorbé par les affaires. Parle-moi de cette personne. » Elle s'appelle Elena. Elle est russe d'origine, doctorante à la Sorbonne, et elle parle 6 langues. Elle est extraordinaire. Il ne savait pas comment décrire l'effet qu'Elena avait sur lui sans paraître ridicule.
Et elle ne s'intéresse pas à ton argent, j'imagine ? Demanda sa mère avec une pointe d'amusement. Au contraire, je crois que ma fortune l'intimide plutôt. Elle m'a remis à ma place dès notre première rencontre. Le rire de sa mère résonna dans le téléphone. Parfait. C'est exactement le genre de femme dont tu as besoin. Quand la rencontrerai-je ? Cette conversation avec sa mère lui donna confiance. Si quelqu'un pouvait comprendre l'importance d'Elena dans sa vie, c'était bien elle, qui avait toujours espéré le voir trouver l'amour au-delà des considérations sociales ou financières. Il raccrocha avec le sentiment qu'il était sur la bonne voie, que cette rencontre avec Elena n'était pas un simple caprice, mais quelque chose de profondément significatif. Le samedi matin arriva enfin. Maxime se réveilla avec une nervosité qu'il ne s'expliquait pas. Il avait dirigé des négociations de millions d'euros sans sourciller, mais l'idée de passer une matinée sur un marché aux livres avec Elena le rendait aussi anxieux qu'un adolescent avant son premier rendez-vous. Il choisit ses vêtements avec soin. Jeans, chemise décontractée, basket de luxe discrète. Il voulait être élégant sans paraître ostentatoire. Il arriva devant Notre-Dame avec quelques minutes d'avance et attendit Elena en admirant la majestueuse cathédrale. Combien de fois était-il passé devant sans vraiment la voir ? Paris regorgeait de merveilles qu'il avait négligées dans sa course au succès. Elena apparut exactement à l'heure, rayonnante dans une robe d'été colorée qui révélait sa joie de vivre. « Bonjour, Maxime, prêt pour une chasse au trésor littéraire ?» dit-elle avec un sourire éclatant qui réchauffa instantanément son cœur. « Avec vous comme guide, je suis prêt à tout », répondit-il galamment. Ils se dirigèrent vers les quais de Seine, où s'alignaient les bouquinistes, ces marchands de livres d'occasion qui faisaient partie du patrimoine parisien. Elena semblait connaître chaque vendeur, chaque coin intéressant. « Regardez », dit-elle, en s'arrêtant devant une boîte remplie de livres anciens. « Voici une première édition de Pouchkine en russe, datant du 19e siècle. N'est-ce pas magnifique ?» Maxime observait ses mains délicates qui manipulaient le livre avec révérence, ses yeux qui brillaient de passion pour ces trésors oubliés. « Vous le voulez ?» demanda-t-il impulsivement, prêt à l'acheter pour elle. Elena secoua la tête avec un sourire attendri. « C'est gentil, mais non. Ce livre a sa propre destinée. Il trouvera le lecteur qui en a vraiment besoin. Moi, j'ai déjà mes exemplaires de Pouchkine. » Cette philosophie le toucha. Elena n'était pas intéressée par la possession, mais par le partage et la transmission culturelle. Ils déambulèrent entre les étals, Elena lui expliquant l'histoire de certains ouvrages, lui faisant découvrir des auteurs qu'il ne connaissait pas, partageant des anecdotes sur les bouquinistes qu'elle côtoyait depuis des années. « Tenez, regardez ceci », dit-elle en sortant un livre de management interculturel. Cet auteur a développé des théories fascinantes sur l'adaptation des entreprises occidentales aux marchés asiatiques. Cela pourrait vous intéresser pour vos activités. Le fait qu'elle pense à ses préoccupations professionnelles le toucha profondément. Elena n'oubliait pas qui il était tout en l'aidant à découvrir d'autres facettes de lui-même. « Merci », dit-il en feuilletant l'ouvrage. « C'est exactement le genre d'approche que je commence à explorer. » Il acheta le livre, ainsi que plusieurs autres qu'Elena lui conseilla, constituant une petite bibliothèque personnelle sur des sujets qu'il n'avait jamais étudiés. « Elena, dit-il alors qu'il s'installait à une terrasse de café pour faire une pause, j'ai une proposition à vous faire. Une vraie proposition professionnelle, pas un prétexte pour vous revoir, même si j'avoue que cela m'arrangerait. » Elle le regarda avec curiosité, sirotant son café au lait. « Je vous écoute. » Il prit une inspiration et se lança. « Mon groupe rencontre des difficultés récurrentes dans ses partenariats internationaux, particulièrement en Europe de l'Est et en Asie. Nous avons les compétences techniques et financières, mais nous échouons souvent sur les aspects culturels. J'aimerais vous proposer un poste de consultante senior en relations interculturelles, avec un vrai budget, une équipe et la liberté de développer vos propres méthodes. » Elena resta silencieuse un long moment, digérant la proposition. « C'est tentant, dit-elle finalement, mais j'ai besoin de finir ma thèse. Et surtout, j'ai besoin d'être sûre que ce n'est pas de la poudre aux yeux, une façon détournée de me faire la cour. » Sa franchise le désarma encore une fois. « Elena, je ne vous mentirai pas, vous me plaisez énormément et j'aimerais que notre relation évolue vers quelque chose de personnel. Mais cette proposition est indépendante de mes sentiments. Votre expertise nous serait vraiment utile et vous auriez les moyens de mettre en pratique vos théories académiques. Dans ce cas, dit-elle avec un sourire malicieux, je veux rencontrer votre équipe dirigeante, voir vos locaux, comprendre votre culture d'entreprise.
Si je dois vous aider à développer votre intelligence interculturelle, je dois d'abord analyser votre propre culture organisationnelle. » Cette demande était parfaitement logique et professionnelle, mais elle terrifiait secrètement Maxime. Comment Elena allait-elle percevoir son monde de businessmen en costume-cravate, obsédé par les résultats trimestriels? Allait-elle le juger trop sévèrement? « Accordé, dit-il néanmoins. Quand pouvez-vous venir? » Ils convinrent d'un rendez-vous la semaine suivante. Maxime allait présenter Elena comme une experte en relations internationales qu'il souhaitait recruter, sans mentionner leurs relations personnelles naissantes. Cela permettrait à chacun de garder sa liberté de décision, professionnelle comme sentimentale. Ils passèrent le reste de la matinée à flâner le long de la Seine, parlant de littérature, de voyages, de leurs rêves d'enfance. Elena lui raconta ses premières années en France, la difficulté de s'intégrer, les petits boulots qu'elle avait enchaînés pour payer ses études. Maxime partagea des souvenirs d'enfance dans sa famille privilégiée, mais aussi la pression constante qu'il avait ressentie pour reprendre l'empire familial, l'impression parfois d'avoir sacrifié sa liberté au succès. « Vous savez, dit Elena alors qu'il s'asseyait sur un banc face à la cathédrale, je comprends mieux maintenant pourquoi vous sembliez si perdu lors de notre première rencontre. Vous vivez dans une cage dorée, entouré de gens qui vous admirent pour votre réussite mais ne s'intéressent pas vraiment à vous en tant que personne. » Cette analyse le frappa par sa justesse. « Comment faites-vous pour me cerner si facilement ?» demanda-t-il avec admiration. « L'observation, l'empathie, et peut-être un peu d'expérience avec les hommes puissants, » répondit-elle avec un sourire énigmatique. « J'ai travaillé comme interprète pour des diplomates et des businessmen avant de me concentrer sur mes études. J'ai appris à décrypter les non-dits, à comprendre ce que les gens cachent derrière leur façade professionnelle. » Cette révélation ajoutait encore à sa fascination pour cette femme aux 1000 facettes. « Et que voyez-vous en moi ?» demanda-t-il, curieux et légèrement inquiet de sa réponse. Elena le regarda intensément, comme si elle lisait dans son âme. Un homme intelligent et sensible qui s'est construit une armure de réussite professionnelle pour se protéger. Quelqu'un qui a peur de la vulnérabilité, mais qui en a désespérément besoin. Un leader né qui n'a jamais appris à être simplement humain. Chaque mot portait juste, révélant des vérités qu'il avait toujours refusé d'affronter. « C'est effrayant d'être lu comme un livre ouvert, avoua-t-il, mais aussi libérateur. Avec vous, j'ai l'impression de pouvoir baisser la garde, d'être moi-même sans jouer de rôle. » Elena posa sa main sur la sienne, un geste simple mais chargé de tendresse. « C'est exactement ce que je ressens aussi. Avec vous, je peux être intellectuelle, ambitieuse, exigeante, sans qu'on me reproche de ne pas être assez féminine ou accessible. Nous nous complétons, Maxime. » Cette confession mutuelle marquait un tournant dans leur relation. Ils n'étaient plus seulement attirés l'un par l'autre. Ils se reconnaissaient comme des âmes sœurs, malgré leurs différences de milieu. « Elena, » dit Maxime en serrant sa main, « je ne sais pas où tout cela va nous mener, mais j'ai envie de le découvrir avec vous, professionnellement et personnellement. » Elle sourit, ses yeux pétillants de bonheur et d'excitation pour l'avenir. « Moi aussi, » répondit-elle simplement. « Mais promettons-nous de rester honnêtes l'un envers l'autre, quoi qu'il arrive. Pas de jeu, pas de manipulation, pas de mensonge par omission. » Cette demande révélait une maturité émotionnelle que Maxime admirait. « Promis, » dit-il solennellement. « Et vous, promettez-moi de ne jamais changer, de garder cette authenticité qui vous rend si exceptionnel. » Ils scellèrent cette promesse mutuelle par un baiser tendre et passionné qui les fit oublier un instant qu'ils étaient assis sur un banc public en plein Paris. Quand ils se séparèrent, leurs regards se croisèrent avec une intensité nouvelle, celle de deux personnes qui venaient de comprendre qu'elles avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux. La semaine qui suivit fut un tourbillon d'activités pour Maxime. Il prépara minutieusement la visite d'Elena dans ses bureaux, briefant ses équipes sur l'importance de cette consultation, leur demandant de se montrer ouverts aux nouvelles approches. Il savait que le jugement d'Elena sur sa façon de diriger l'entreprise influencerait non seulement sa décision professionnelle, mais aussi leurs relations personnelles. Le jour J arriva. Elena se présenta dans ses bureaux vêtue d'un tailleur élégant qui révélait son professionnalisme sans trahir sa personnalité. Maxime la fit visiter les locaux, lui présenta ses principaux collaborateurs, expliqua l'organisation de l'entreprise. Elena posait des questions pertinentes, observait les interactions entre les employés, prenait des notes discrètement. Son regard d'experte décryptait des dynamiques que Maxime n'avait jamais remarquées. « Votre culture d'entreprise est très hiérarchisée », observa-t-elle lors de leur débriefing privé.
Les employés semblent respectueux, mais pas nécessairement impliqués. Ils exécutent les directives sans vraiment s'approprier les projets. Dans vos filiales internationales, cette rigidité doit créer des tensions avec des cultures plus horizontales ou consensuelles. Ces observations étaient d'une justesse troublante. « Comment pourrions-nous améliorer cela ?» demanda Maxime, genuinement intéressé par ses conseils. Elena sortit un carnet rempli de notes et d'observations. « Il faudrait d'abord former vos cadres à la diversité culturelle, pas seulement comme technique de management, mais comme richesse humaine. Ensuite, adaptez vos méthodes de communication et de décision selon les contextes culturels de vos partenaires. Enfin, créez des espaces d'échange interculturels au sein même de vos équipes françaises. » Son programme était ambitieux mais cohérent, révélant une vision stratégique impressionnante. « Combien de temps vous faudrait-il pour mettre en place ces changements ?» demanda-t-il. « Si je travaillais à mi-temps pour terminer ma thèse en parallèle, je dirais 2 ans pour voir des résultats significatifs. Mais il faudrait que vous me donniez une vraie autonomie et les moyens de mes ambitions. » Maxime n'hésita pas une seconde. « Vous les aurez. Quand pouvez-vous commencer ?»« Après avoir soutenu ma thèse dans 6 mois, répondit Elena. « Mais nous pouvons commencer à travailler ensemble dès maintenant sur un projet pilote. J'ai une idée. Et si nous organisions une mission exploratoire dans vos filiales d'Europe de l'Est? Je pourrais analyser sur le terrain les problèmes culturels que vous rencontrez et vous proposer des solutions concrètes. » Cette proposition enthousiasma Maxime. Voyager avec Elena, découvrir ses méthodes de travail, voir évoluer cette femme extraordinaire dans son élément professionnel. « Marché conclu, » dit-il en lui tendant la main. « Partenaires en affaires. » Elena serra sa main avec un sourire radieux. « Partenaires en affaires, » confirma-t-elle. Puis, baissant la voix, elle ajouta avec malice « et peut-être plus, si affinité. » Cette phrase les fit rire tous les deux, détendant l'atmosphère professionnelle qui avait dominé leur après-midi. Les mois qui suivirent furent les plus riches et les plus intenses de la vie de Maxime. Professionnellement, la collaboration avec Elena révolutionna sa façon de concevoir les affaires internationales. Elle l'accompagna dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, lui ouvrit les yeux sur des subtilités culturelles qu'il n'avait jamais perçues, lui apprit à adapter son style de négociation selon ses interlocuteurs. Les résultats furent spectaculaires. Les partenariats se consolidèrent, de nouveaux accords furent signés, l'image de l'entreprise s'améliora considérablement. Personnellement, leur relation évoluait avec une naturelle évidence vers l'amour. Ils passaient leurs soirées à explorer Paris ensemble, découvrant des restaurants cachés, assistant à des concerts, visitant des expositions. Elena lui fit redécouvrir sa propre ville avec les yeux d'une étrangère amoureuse de la culture française. Maxime, de son côté, lui faisait découvrir les plaisirs de la réussite partagée, l'emmenant en week-end dans des lieux magnifiques, lui offrant des expériences qu'elle n'aurait jamais pu se permettre avec son budget d'étudiante. Mais surtout, ils apprenaient l'un de l'autre, grandissaient ensemble, s'enrichissaient mutuellement. Elena tempérait l'arrogance naturelle de Maxime par sa sagesse et son humilité. Maxime donnait à Elena la confiance et les moyens de réaliser ses ambitions professionnelles. Ils formaient un couple complémentaire où chacun révélait le meilleur de l'autre. Un soir, 6 mois après leur première rencontre, ils étaient attablés dans le même petit café où tout avait commencé. Elena venait de soutenir brillamment sa thèse et avait officiellement accepté le poste de directrice des relations interculturelles dans l'entreprise de Maxime. « Vous vous souvenez de ce que vous m'aviez dit en russe le premier jour ?» demanda-t-elle avec un sourire taquin. « Tu es une très belle fille », répondit Maxime en russe, avec un accent maintenant parfait, grâce aux cours qu'Elena lui donnait. « Et vous vous souvenez de votre réponse ?» demanda-t-il à son tour. Elena rit, ses yeux pétillants de malice. « Je vous avais dit que je n'étais pas le genre de femme à s'évanouir devant vos paroles. » Elle marqua une pause, puis ajouta avec tendresse « Je ne me suis pas évanouie, mais je suis tombée amoureuse. » Cette confession, simple et directe comme tout ce qui venait d'Elena, toucha Maxime au cœur. « Moi aussi je suis tombé amoureux, » répondit-il. « Dès le moment où vous m'avez remis à ma place avec cette classe folle, vous avez bouleversé ma vie, Elena Volkov. » Ils se regardèrent intensément, mesurant le chemin parcouru depuis ce matin où un milliardaire arrogant avait voulu impressionner une serveuse et s'était fait élégamment humilier. « Alors, » dit Elena en levant sa tasse de café, « aux belles rencontres qui changent nos vies », Maxime leva la sienne pour trinquer. « Aux femmes extraordinaires qui nous apprennent ce qui compte vraiment. » Leurs tasses s'entrechoquèrent dans un tintement cristallin qui résonna comme une promesse d'avenir commun.
scellant l'union de deux âmes qui s'étaient trouvées par hasard dans un petit café parisien et avaient découvert qu'elles étaient faites pour s'entraider, s'aimer et grandir ensemble. Leur histoire ne faisait que commencer, mais déjà elle avait transformé un homme enfermé dans sa réussite solitaire en un être humain capable d'aimer et de partager. Elena avait gagné son pari. Elle n'était effectivement pas le genre de femme à s'évanouir devant les mots d'un milliardaire. Elle était le genre de femme capable de transformer un milliardaire en homme heureux. Et dans le café des artistes, où leur amour était né d'une plaisanterie ratée et d'une réplique parfaite, la vie continuait son cours, servant d'autres cafés, d'autres rencontres, d'autres destins qui s'entremêlent dans la magnifique complexité de l'existence humaine. Maxime et Elena étaient maintenant partie de cette belle histoire collective, deux âmes qui avaient trouvé leur moitié grâce au hasard merveilleux de la vie parisienne. Voilà la fin de cette histoire d'amour exceptionnelle. Qu'avez-vous pensé de cette transformation de Maxime et de l'évolution de sa relation avec Elena? Cette conclusion vous a-t-elle satisfait? N'hésitez pas à laisser un j'aime si cette histoire vous a plu et partagez dans les commentaires votre moment préféré de ce récit. Merci de m'avoir accompagné dans cette belle aventure parisienne.